Merci d'être de nouveau là. Nous allons recommencer donc cet après-midi et nous allons commencer d'abord par voir plus en détail un certain Léon Heuzet dont on vous a déjà un petit peu parlé ce matin, qui est donc le premier conservateur de ce département en 1881. Et pour nous en parler, eh bien, on remercie beaucoup Monsieur Emmanuel Schwartz, qui est conservateur émérite de l'École nationale supérieure des Beaux-Arts, ou comme il nous le dira peut-être, Léon Heuzet a en partie enseigné, notamment sur le costume, et qui va donc nous en parler à l'instant, en l'en remerciant. Merci. On ne dit plus École nationale supérieure des Beaux-Arts, maintenant on dit Beaux-Arts, sans même mettre Paris. Mesdames, Messieurs, n'étant ni archéologue ni assyriologue, ou si peu, nous vous demandons d'avance votre indulgence. Je vous parlerai surtout de Léon Heuzet, homme de l'écrit, homme de livre, mais je ne parviendrai pas à éviter les approximations et erreurs archéologiques. Ici même au Louvre, Léon Heuzet, né en 1831, mort en 1922, se fit d'abord connaître par une activité de conservateur au département des Antiques adjoint de Félix Ravesson, dont nous reparlerons. Heuzet ne fut pas archéologue en Orient, le fut un peu en Grèce, il n'était pas épigraphiste des signes cunéiformes. Selon la logique française, tout le désignait donc pour fonder le département des Antiquités orientales en 1881. D'autres et belles missions, fonctions et qualités du Second Empire à la République mirent cet homme à la place qu'il méritait ou qu'il mérita. Elle nous oblige à quelques anecdotes morales et sociales qui, rassurez-vous, toutes mèneront à la Chaldée et à Sumer. Tout commence à Athènes. Tout commence toujours à Athènes. L'Athènes de Léon Heuzet fut d'abord sise au bord de la Seine à Rouen. Donc Eugène Boudin, le peintre normand de cette génération, fit le portrait du jeune homme alors étudiant. Donc il est au musée du Havre, à gauche, vous le voyez. Et à droite, donc la fin de sa carrière, le directeur honoraire des musées, très reconnaissable, et il est toujours reconnaissable, et même son apparence physique joue un certain rôle dans la démonstration qu'on peut faire sur Léon Heuzet. Donc, de la Cagne de Charlemagne au placard doré, l'itinéraire vous paraît banal, la personnalité l'est moins, nous l'espérons. Les antiquaires normands et les ruines gothiques auraient inspiré sa vocation aux lycéens de Rouen. Rouen le rapprochait surtout de Gustave Flaubert. Flaubert fit l'éloge du style sévère de l'étudiant Heuzet. Heuzet a été publié très jeune, donc on a des jugements de Flaubert, même sur son œuvre avant 30 ans. Il fit appel à lui pour la documentation de Salammbô. C'est pareil, donc il n'avait même pas 30 ans et il a documenté Salammbô. Flaubert avait précédé Heuzet à Athènes en 1850. Heuzet s'y trouva en 1857. Et les premières phrases des rapports de Heuzet sont trempées dans l'encre des écrivains voyageurs. Cela nous donnerait, pour sa plus belle découverte, le relief de Pharsale, connu dans le monde entier sous le titre étrange de l'exaltation de la fleur. C'était à Paléo-Loutreau, faubourg de Pharsale, dans le camp de César. J'ai un peu condensé, pensant à Salammbô et aux premières lignes de Salammbô. Mais le rythme de la phrase originelle n'est pas moins flaubertien. Nous étions déjà établis depuis une dizaine de jours à Pharsale et je n'avais pas encore visité, dans la partie occidentale de la basse ville, la chapelle et le petit faubourg grec de Paléo-Loutreau, où l'on ne me signalait pas de ruines. La clausule finale, c'est du Flaubert et c'est un début de roman. Ces deux déesses narquoises. Alors, vous voyez, il les a fait dessiner par son dessinateur habituel, dont je reparlerai, Domé, et il a fait accentuer le sourire. Vous avez l'image du Louvre actuel, enfin dans les salles d'exposition du Louvre actuellement. Ces deux déesses narquoises étaient encastrées sur le portail d'une église chrétienne en pays musulman. La Grèce n'était pas encore complètement libérée. Heuzet les décela et les expédia à Paris, comme Lord Elgin avait envoyé à Londres les figures du Parthénon. Sur l'Acropole, Ernest Renan, qui lui aussi a suivi à peu près la même carrière, pria Athéna, la déesse aux yeux pairs. À Pharsale, Heuzet invoqua les ombres des déesses sarcastiques avant de les libérer de leur linceul de marbre. Il imagina une frise et d'autres muses qui l'inspireraient toute sa vie. C'est-à-dire qu'il a pensé qu'elles étaient dans une frise comme au Parthénon. Dans la procession, à la suite de Déméter, de Corée et d'Hadès, figurait le groupe des Heures, accompagné d'Aphrodite, d'Athénée et d'Artémis, toutes déesses se rattachant à l'ordre divin de la fleur. Dans les institutions nouvelles ou anciennes, un débat se tenait alors entre l'hellénisme littéraire, dont je viens de vous donner des exemples, et l'archéologie. Il conduisit Léon Heuzet d'Athènes aux Antiquités orientales. Comment devenait-on archéologue, conservateur, orientaliste sous le Second Empire?
Une génération, presque une classe d'âge, classe sociale, frappait alors aux portes de l'Orient. Léon Euzé et Georges Perrault, qui est son alter ego, il a suivi presque la même carrière, son condisciple au lycée Charlemagne, rue d'Ulm et à l'école d'Athènes, reçurent une formation aussi brillante qu'humiliante. La Révolution avait ouvert une voie de promotion intellectuelle aux fils de bourgeois bons élèves. Ils surgissaient au milieu des antiquaires aristocrates, au département des Antiques, du Louvre, après un Visconti, le comte de Clarac, Léon, marquis ou comte de Laborde, comme vous voudrez, Adrien Prévost de Lomperrier, sans titre de noblesse connu de moi, avait honoré une tradition de la particule qui ne s'est pas tout à fait éteinte dans le palais qui fut celui des rois. Les concours de l'école normale et d'agrégation, littérature ancienne et grammaire, histoire et philosophie, ces deux dernières interdites par Napoléon III. Vous voyez, on ne pouvait pas, au début de l'Empire, pendant 15 ans, être agrégé d'histoire ou de philosophie, on ne pouvait pas, puisque c'était évidemment des mauvaises têtes qui faisaient de l'histoire et de la philosophie. Donc ils ont fait des études littéraires, tous. Donc ces études lancèrent les roturiers, Ernest Renan, Edmond About, je les citerai, mais ça c'était sous la Seconde République. Et puis Euzé, Perrault, Edmond Potier, dont je reparlerai, c'est le successeur de Euzé dans ce département, dans une course d'obstacles. Le ministre Fortoul, en 1852, voulut abolir les concours républicains et barrer la route de l'agrégation et d'un salaire décent à ceux qui, nourris de grec et de latin, meurent de faim, dit la dédicace du bachelier Jules Vallès, lequel préféra sagement à l'école normale supérieure la prison. Bon, c'est son père qui était devenu fou à force de préparer l'agrégation. Il l'a d'ailleurs obtenu et donc ça a dégoûté le fils Jules Vallès. L'un de ces jeunes ambitieux, Georges Radet, dont le nom est donc en haut à droite, dans son histoire de l'école d'Athènes, remarque, et justement c'est d'Athènes où les prescriptions de Fortoul eussent détruit l'école d'Athènes, que le salut vint. Alors je vous décris les personnages qui m'intéressent. Le premier, c'est de droite à gauche, le photographe numéro 1 à droite qui est en train de mesurer le temps. Je n'en parlerai pas parce qu'il s'appelait Xavier Gaultier de Clobry. Il était à la fois noble et prêtre, c'est trop pour nous et pour nos lois sociologiques improvisées. Le numéro 2, adossé, c'est Euzé. Donc je l'ai entouré de rouge. Le 3, c'est Perrault fumant le narguilé. Le 5, je saute le 4, est Honoré Domé, autre fumeur, architecte, essentiel dans notre histoire. Honoré Domé, M-E-T, c'est pas du tout Daumier, bien entendu. L'académicien Joseph Daniel Guignot, G-U-I-G-N-I, l'académicien Guignot, qui était un des fondateurs de l'école d'Athènes et qui était un helléniste, obtint du régime que les jeunes hellénistes fussent admis avant l'agrégation et pour la préparer sur concours à l'école d'Athènes. Avant cela, on n'était pas reçu sur concours à l'école d'Athènes. Parmi les Athéniens, Euzé, dans ce premier concours, l'emporta par son savoir et par l'élégance de son écriture que seul Renan égalait. Alors, je dirais toujours athénien pour les élèves de l'école d'Athènes, romain pour les élèves de l'Académie de France à Rome, et pour ceux qui vont entre les deux, vous n'avez qu'à deviner, je le dirai plus tard. Euzé partit dégager, non les temples grecs, mais des gestes et des objets de la vie quotidienne, moderne et antique, la seule noblesse et la seule religion qui vaille, celle des demi-dieux homériques. Voilà une phrase de lui. Les artistes grecs, lorsqu'ils trouvaient dans la vie familière des motifs heureux, aimaient à les faire passer dans le domaine du grand art en les élevant jusqu'à la vie héroïque et divine. Ça sonne comme du Hérédia, mais évidemment la vie héroïque et divine, c'est l'Iliade, l'Odyssée et les hymnes homériques aux dieux. Le relief de Pharsale provoqua une querelle pour identifier les innocentes joueuses d'Oesley à deux déesses en fleurs. Euzé récitait l'hymne à Déméter, l'exaltation de la fleur. C'est rare maintenant, on n'oserait pas donner comme titre à une œuvre quelque chose qui est un commentaire ou une citation d'Homère. Olivier Rayet. Donc R-A-Y-E-T, Rayet, c'est la plus noble figure de ces jeunes ambitieux. Il est mort jeune, bien entendu. Qui suivit la même formation. 10 ans plus tard, réfuta le spiritualisme poétique de Léon Euzé. Mais Anatole France, qui a lu Euzé et qui s'en est inspiré un peu dans certaines de ses œuvres antiques, Anatole France se réjouissait à l'inverse qu'une œuvre d'art ressuscitât les mystères. L'hymne à Déméter et à l'éternité de la vie en fleurs, c'est le titre d'un roman d'Anatole France, ouvrait dans l'œil de Euzé la sensibilité à l'archaïsme grec. Bon, ça, je n'ai pas évidemment le temps d'expliquer en détail, mais vous voyez, c'est considéré comme une transition de l'archaïsme au classicisme grec, et en général, quand on bascule d'une époque à une autre, quelque chose l'indique. Moi, j'estime que c'est peut-être le sourire de ces deux donzelles qui sont ici. Nous gravissons ici donc, comme vous l'entendez, des hauteurs olympiennes. Euzé choisit pour sa première mission d'études à l'école d'Athènes de 1855-57
l'Olympe, le mont Olympe et ses dieux, et l'Acarnanie, c'est-à-dire l'ouest de la Grèce qui n'était pas encore contrôlé par l'État, et ses brigands. Il installa les uns et les autres, les dieux et les brigands, au cœur de la cité antique, selon le modèle qui était en train de mûrir à Athènes, Numa Fustel de Coulanges. Fustel de Coulanges est infiniment plus connu que Eusée, on le lit encore, 3 choses à savoir sur lui. Premièrement, c'est l'auteur de la cité antique, donc le premier livre d'histoire véritablement en France consacré à la pensée, enfin, à la Grèce, un mélange, enfin un parallèle entre la loi grecque et la religion grecque. Ensuite, son nom n'était pas une particule, c'était pas un noble, ses parents étaient de bons petits bourgeois. Et dernière chose, donc il s'appelait Numa, et Numa ça veut dire nomos en grec, donc la loi, on retombe sur nos pieds. Ce sont des personnalités exceptionnelles. Évidemment, je n'ai le temps d'en parler que brièvement, mais pour vous dire qu'à Athènes, on discutait de choses et d'autres. Le soutien de Guignot et des inscriptions et belles lettres donna assez de poids à Fustel de Coulanges, à Eusée et à Perrault pour les dresser contre leur directeur, tenant contre une école d'érudits et d'érudition, après j'emploie la langue de bois de l'époque, d'une faculté du Levant. Une faculté du Levant, c'était à peu près l'équivalent d'une alliance française aux visées politiques et aux pratiques mondaines. Le mont Olympe et l'Acarnanie, édité en 1860. Donc je vous en ai mis des exemples. Vous voyez qu'on est dans le pays des brigands, on imagine une escopette derrière chaque ruine, et c'est effectivement ce que à peu près Eusée a vécu dans son premier voyage en Grèce. Le mont Olympe et l'Acarnanie fut immédiatement lu par Flaubert et par d'autres et diffusé par la presse illustrée. Vous voyez, j'ai mis un exemple de la presse, c'est pas du tout une presse d'érudits, c'est vraiment la presse, la grande presse de l'époque qui utilisait les images qui avaient paru dans la thèse de Léon Eusée. La Grèce des brigands était alors populaire à cause du roi des montagnes d'Edmond About, pensionnaire à Athènes lui aussi, et de la captive grecque Haïdée et du comte de Monte Cristo, les 2 récents romans de la fripouillerie franco-hellénique. Bon, on est dans un ensemble donc très littéraire. Mais il fallait revenir en France, sans l'agrégation, demi-professeur dans un lycée de province. Donc Eusée est tombé à Lyon, les autres tombaient n'importe où en province et il fallait passer l'agrégation. Alors maintenant, les résultats de l'agrégation de ces années-là sont publics, ils sont sur Internet. Eh bien, Eusée n'y figure pas. Je ne sais pas pourquoi, mais il est certain qu'il ne l'a pas eu ou qu'il ne l'a pas passé. Fustel et Perrault furent reçus en littérature, pas en histoire. Renan et About avaient été reçus 5 ans plus tôt, à peu près 7 ans plus tôt, en philosophie pour Renan premier d'ailleurs, et About aussi premier en littérature. Le professeur, malgré lui, cherchait manifestement une porte de sortie. Sa porte de sortie, elle s'ouvrit vite. Napoléon III avait une faiblesse, le césarisme. Tous ces empereurs de pacotille, puisque se prenaient pour Jules César. C'était le modèle. Après, ça a été les Kaisers, les Tsars, tout ce que vous voulez. Et Napoléon Ier avait fait de même. Donc, Eusée se rua sur l'histoire de Jules César, gauloise et méditerranéenne, projetée par l'empereur, qui avait, pour l'écrire ou pour ne pas l'écrire, grand besoin de nègres. Donc, il a envoyé Perrault et reparti en Asie, sur la piste d'Auguste, et pour sa seconde mission, donc 4 ans plus tard à peu près, voilà Léon Eusée en Thessalie et en Macédoine, le voilà dans la plaine de Pharsale. Alors vous voyez en haut, c'est la plaine de Pharsale, malheureusement, ce sont des dessins d'architectes, comme je vais l'expliquer, mais malheureusement on ne peut pas lire, mais dessus il y a les noms des villes anciennes. Qu'est-ce que c'était que ces dessins d'architectes ? Donc, il y a en haut la plaine de Pharsale, avec les camps de César et Pompée, et en bas, la plaine de Philippe, faubourg de Néapolis, les camps de Brutus et d'Antoine, hantés, comme vous savez, par le spectre de Jules César jusqu'à nos jours. Et il profita d'une autre chance, qui est capitale dans notre histoire, l'envoi d'architectes de la Villa Médicis à l'école d'Athènes. On les appela, comme vous l'avez deviné entre-temps, puisqu'ils allaient entre Rome et Athènes, les Argonautes. Les lauréats du Grand Prix de Rome, inspirés par la montagne divine en haut et par la mer vineuse en bas, dessinaient les villes ruinées et les restauraient telles qu'elles avaient été, leur rendant leur beauté perdue. Il y a quelques dessins de l'école des Beaux-Arts, ces dessins sont à l'école des Beaux-Arts, dans la salle d'exposition qui ouvrira demain. Digression et anticipation qui nous mènent peu à peu sur notre sujet oriental. L'historien et l'architecte Eusée et Domée collaborèrent brièvement au service de l'archéologie. Au dessin d'architecte se substitua vite la photographie, qui fut pratiquée avec pittoresque pour le même Eusée par Émile de Sarzec, qui fouillait en Chaldée 20 ans plus tard. Donc j'ai gardé en haut une image d'architecte, mais 20 ans ou 30 ans plus tard, on est passé à la photographie, et encore, du temps de Sarzec, ça restait de la photographie encore pittoresque. Au temps du successeur de Sarzec, Gaston Cros, dont je reparlerai, c'est de la photographie très précise, stratigraphique. Du beau dessin à la photographie
géographie, ce fut peut-être la période de gestation de l'archéologie scientifique. C'était en tout cas la thèse de l'exposition maudite de Saint-Germain-en-Laye l'année dernière sur les fouilles de César. Pratiquement personne n'a pu la voir puisqu'elle a été constamment rouverte et refermée. Les Athéniens de l'école n'eussent pas reçu ou n'eussent pas mérité ce nom s'ils n'avaient cultivé la spécialité locale, le sel attique, l'ironie. Il y avait à l'école les Misélènes, contraire des Philhellènes, ceux qui jouaient à médire et à rire de la Grèce. Edmond About décrivit avec une ironie impayable la Grèce contemporaine. C'est le titre de son livre, peut-être le plus drôle du 19e siècle, que personne ne lit plus, bien entendu, puisqu'on ne lit plus les livres bien écrits, mais enfin c'est un autre sujet. Eusée versa parfois dans la même veine. Il publia, traduisit, un manuscrit qu'il avait trouvé dans la bibliothèque des moines des Météores. Alors les Météores, tout le monde connaît, hein, c'était des moines qui se retiraient en haut des montagnes, et maintenant, c'est plus des moines, c'est surtout des touristes, mais enfin peu importe, ce n'est pas exactement le sujet. Style d'About, je vais vous comparer les styles des deux hommes. Là, c'est de la satire anticléricale. Style d'About, le ministère a fermé quelques couvents, il aurait dû les fermer tous. Style plus jésuitique de Eusée, à lire d'un ton componctueux. En vain les pieux ermites des Météores, de l'église de la plus que chaste mère de Dieu, croyant se séparer pour jamais du monde, s'étaient-ils établis au milieu des airs et avaient-ils laborieusement escaladé des rocs inaccessibles. Bientôt ils en vinrent à se disputer une caverne, l'étroite cime d'un rocher, un coin de champ entre deux abîmes. Arrêté par un malaise ou par un avertissement du ciel, à l'Académie des inscriptions en 1864, Eusée ne put finir de lire son mémoire et d'énumérer les turpitudes des anachorètes. Quant aux Météores d'aujourd'hui, preuve que l'humour des Grecs est plus immortel que leur dieu, ils diffusent sur leur site haut perché les blasphèmes de Eusée, relus et corrigés par ce moine médiéval, érudit et sarcastique. Ça, c'est l'entrée du site que j'ai trouvé, et c'est là que j'ai lu le texte. Malheureusement, il n'y a pas le texte original en byzantin. C'est-à-dire que je ne peux pas vérifier si Eusée n'en a pas rajouté sur les frasques des bons pères des Météores. En tout cas, les bons pères des Météores préparaient efficacement Eusée aux intrigues et cabales parisiennes, celles de la collection Campana, que Napoléon III songeait à acquérir. Je ne vais pas vous raconter l'histoire de la Campana, une exposition du Louvre l'a décrite il y a quelques années, simplement le rôle de Eusée dans l'affaire Campana. Eusée se trouva en 1861 à Rome, d'abord à la Villa Médicis, centre de l'intrigue artistique. Enfin, moins que maintenant. Mais c'était déjà un panier de crabes. Puis, dans la ville sainte, il tomba, par ces hasards qu'il faut savoir provoquer, sur l'occasion Campana, incarnée par Hortense Cornu. Donc je vais vous donner quelques indications sur la vie intellectuelle au XIXe siècle, au temps du Second Empire. Hortense Cornu, écoutez bien, c'était la fille d'une dame de compagnie de la mère de Napoléon III. Et elle avait jadis encouragé ses amours au fort de Ham, à Louis-Napoléon, pas à sa mère. Sa mère, ça serait inépuisable, ses amours, donc je n'en parlerai pas. Et elle avait dissimulé ses deux fils adultérins qui firent une belle carrière, mais pas dans l'orientalisme. En France, les arts sont placés sous l'autorité, je pèse mon mot, morale, des épouses, maîtresses, sœurs ou filles du souverain. Par exemple, à l'époque, c'était Émilien de Nieuwerkerk, d'origine flamande, je ne vous l'appelle pas, dont dépendait l'avenir de Eusée, et il avait cueilli ses postes de directeur des musées nationaux et de surintendant des beaux-arts dans le salon, bon, le salon c'est la chambre à coucher, de la princesse Mathilde, cousine de l'empereur. Un peu plus que cousine, mais pas beaucoup plus. Au fort de Ham, Madame Cornu n'avait pas été la maîtresse de Badinguet, mais un peu, en tout bien, tout honneur, sa maquerelle. Elle tenait à Paris le salon concurrent de celui de Mathilde. Alors, cela est indiscutable, c'est des querelles de salon qu'on voit dans la correspondance, mais je précise, pour ne pas être taxé de misogynie, ce qui est dangereux de nos jours, que ces deux femmes, qui n'étaient pas admises dans les emplois et concours que j'ai décrits, elles ne pouvaient pas se présenter, n'étaient ni stupides, ni bonapartistes. C'était des femmes intelligentes, c'était beaucoup mieux que Madame de Guermantes ou que Madame Verdurin, si vous voulez. Napoléon III confia donc à Madame Cornu la négociation à Rome de la collection Campana, et Vincent Nieuwerkerk et Lompérier, le responsable des antiques au Louvre. Eusée recommanda l'achat, on a sa lettre, etc. C'est lui qui a servi d'expert, il n'avait pas 30 ans. La collection Campana, ensuite, lui offrit un sujet d'inspiration et un sujet de passage vers l'Orient, les figurines de femmes qu'on appelait les tanagres. Madame et Monsieur Cornu ouvrirent en 1862 une exposition à sensation au Palais de l'Industrie, que Cornu rebaptisa, c'était un artiste obscur, mais peu importe, que Monsieur Cornu rebaptisa Musée Napoléon III. Dans la courtisanerie, on n'en fait jamais trop. Y était, jamais assez non plus d'ailleurs, y étaient réunis
la collection Campana, Renaissance et Antique, statuettes et tombeaux étrusques, les fouilles des expéditions de César, donc les fouilles de Perrault et celles de Euzé, originaux et dessins de Domée et les moulages par Ravesson de la colonne Trajane. Donc vous voyez ici, Euzé présenta avec Domée sa campagne macédonienne, ça c'est le tombeau de Palatizza, et à gauche, dessin par Domée, et à droite, vous avez le bâton de porte qui est maintenant au Louvre, au département des Antiquités grecques. Il n'est point de meilleur tremplin pour la carrière du jeune Athénien qu'une exposition, mais l'affaire tourna mal. Le musée Napoléon III provoqua moult polémiques. La présentation spectaculaire de Domée et Euzé fut comparée à une réclame pour appartements meublés, surveillés par des... Vous voyez, le Pandore est à gauche, là on le voit légèrement, surveillés par des gardiens des meubles. Alors je lis ce qui est au-dessus. Ne pas toucher, et dites donc là-bas, monsieur, si vous savez lire, tâchez donc de savoir aussi qu'il est interdit de toucher aux objets exposés. C'est pire pour l'autre tombeau. Pinna, le tombeau de Pinna, et le chien de Corino, donc l'un des chefs-d'œuvre du Louvre. On est prié de ne pas toucher au chien. 2 pièces et une cuisine, charmant petit logement macédonien, alloué en garni, ameublement de la chambre à coucher, semi-élastique, pas de concierge, on paye un terme d'avance. À l'époque, on changeait de meubler tous les mois, hein, c'était facile. Le musée Campana fut victime de ces fautes de goût et des coteries. Tout était à refaire pour Euzé en 1863. Quel autre point de chute pour échapper au collège de province? L'école des beaux-arts, la plus prestigieuse du monde, en ces temps anciens. À la suite, d'autres intrigues, d'autres salons recrutaient de nouveaux professeurs. L'école des beaux-arts s'enorgueillit à bon droit d'avoir été avant le Louvre la première à enseigner l'histoire de l'art. Pour compenser le choix désastreux du courtisan Viollet-le-Duc, on se rabattit d'une part sur une victime de toutes les haines académiques et ministérielles, Hippolyte Taine, professeur d'histoire et d'esthétique, et sur Léon Euzé, professeur d'histoire, et il a fait écrire et d'archéologie à la place d'histoire et d'antiquité. C'est vous dire que c'est quand même à l'école des Beaux-Arts que peu à peu sa pensée va mûrir. Euzé recourut en 1884, c'est-à-dire 20 ans plus tard, mais certainement avant, à la solution habituelle des professeurs des Beaux-Arts depuis Lebrun jusqu'à aujourd'hui quand ils ne veulent pas faire leurs cours. Il se fit nommer un suppléant qui fit ses cours à sa place et qui fut Edmond Potier. C'est-à-dire que vous avez déjà une succession qui se met en place. Potier, qui revenait de l'école d'Athènes, où il avait fouillé à Myrina, est nommé suppléant de Euzé, et ensuite il sera nommé au Louvre, et pour finir, il remplacera Euzé à la tête de ce département oriental. La silhouette de Euzé offrait, comme vous voyez, je vous l'avais dit, aux élèves un bon exercice de dessin. Donc il est à gauche, c'est le cours de costume. À droite, c'est une lecture classique. Seulement, l'élève de l'école n'a pas écrit si c'était le professeur le professeur d'antiquité ou le professeur de littérature. De toute façon, c'est encore un Athénien. Les deux hommes, là, je vous ai écrit leur nom, Edmond Potier et Édouard Ruel, se ressemblaient beaucoup. Ils avaient tous les deux le profil grec et je ne les distingue pas. L'ingénieux Euzé aux 1000 ruses offrit aux élèves un cours de costume antique avec le modèle vivant. Un cours et probablement un seul après quelques saisons sous-entend Potier. Voilà ce que disait Potier, son remplaçant, du cours de Euzé. Le maître résumait ses leçons de l'année en faisant paraître sur l'estrade et en drapant lui-même de ses doigts habiles et légers, soit un Égyptien, un Chaldéen, un Assyrien ou une Tanagréenne, un légionnaire ou un sénateur romain. Donc vous le voyez ici, d'une part dans le dessin et d'autre part, vous le voyez dans son livre qui a été publié, c'est un livre posthume par son fils, c'est-à-dire le cours de costume. Bon, je doute que les élèves, placés devant des modèles déguisés, eussent été ou fussent aptes à lire, la fin de la phrase est magnifique, je pourrais m'arrêter là, fussent aptes à lire, sur l'agencement du tissu, la naissance du sentiment esthétique, sa place dans l'histoire d'une civilisation, sur un pli, les premiers progrès de la plastique grecque, sur une jambe, la future colonne, sur des plis, des cannelures, sur un costume traité comme une gaine, comme une chape rigide, les arides débuts d'une civilisation, les arides débuts de la civilisation. Tout est là. Euzé, sur les vêtements antiques, lisait une histoire de l'art avant la Grèce, dans son œil déjà sumer percé sous Athènes. Cet enseignement laisse à la postérité, outre ce manuel posthume, les amusants dessins du prix fondé par Euzé, en voilà un à gauche, donc qui s'appelait le prix d'archéologie. Le meilleur dessin pour notre sujet, c'est celui de Zéphirin Benoît Barnet, élève de Gustave Moreau, le seul professeur à l'école des Beaux-Arts qui ait eu encore la sensibilité à l'Antiquité. Sujet dicté par Euzé. À moins d'être idiot, c'était facile à comprendre ce qu'il voulait. Un roi d'Assyrie est assis sur un trône traîné par 2 serviteurs assyriens. Un prince assyrien lui fait sa soumission amenée par un soldat
assyrien. Donc tout est pour la Syrie. Nous reviendrons sur le cas de 2 élèves qui firent un usage moins scolaire des démonstrations de Eusée au point d'en tirer pour eux-mêmes un commencement d'immortalité. Eusée atteignait la célébrité, le tout Paris, sinon l'immortalité. Vous voyez qu'il était photographié par l'équivalent de Paris Match de l'époque, là le Monde Illustré, qui le photographia longtemps. Regardez la date, c'est bien postérieur à sa renonciation au cours de l'école des Beaux-Arts. Il se fit photographier longtemps devant le Romulus d'Ingres, dans le plus bel amphithéâtre de Paris que le Louvre envie à l'école des Beaux-Arts. L'acoustique est meilleure ici, hein, là-bas c'est inaudible, mais je vous garantis que ça a plus de gueule d'être photographié entre Ingres et Delaroche que dans l'amphithéâtre de Peille, malgré sa belle acoustique. Après 1884, Eusée se fit totalement remplacer aux Beaux-Arts, sauf pour cette démonstration de toge, et réserva son savoir à la jeune école du Louvre, cours d'histoire de la céramique antique et archéologie orientale. Entre-temps, il avait été nommé à la tête du département, mais vous voyez que l'école des Beaux-Arts avait précédé ses fonctions au Louvre. Eusée avait été nommé dès 1869, en fait, au département des Antiques, après la démission forcée de Lampérier. Alors Lampérier, dont j'ai parlé brièvement, avait été contraint à la démission pour des raisons que je n'ai pas envie de raconter, et il avait été aussi forcé par Renan, Ernest Renan, peut-être aussi par les salons, et il avait été forcé de démissionner en même temps que son adjoint, Wilhelm Fröner, F-R-E-E-H, c'est un Allemand, catalogueur virtuose qui garda à Léon Eusée une haine irréconciliable et réciproque. Fröner, Lampérier, la correspondance de l'un et sur l'autre est admirable, mais enfin je ne peux pas vous donner ça, mais elle existe. Fröner, Lampérier cédait la place aux 2 rescapés du musée Campana, au philosophe Félix Ravesson, à son adjoint Léon Eusée. Croyez que mon cœur souffre de devoir vous conter ces sombres manœuvres. Réfléchissez pourtant. Fröner avait préféré la France à l'Allemagne, et un autre Allemand, qui peut devenir le personnage essentiel de l'histoire. Julius Samuel Oppert, O2PERT, Jules Oppert en français. Proche de Eusée par ses recherches assyriennes, interdit d'université dans son pays pour motif racial, savait que les coups fourrés à la française valent mieux que le bon vieil antisémitisme germanique. Oppert, l'allemand, emprunta un chemin bien français, répétiteur dans un lycée de province, naturalisé, professeur au Collège de France. Vous voyez que c'était un système qui, malgré tout ce que je peux dire de mal dessus, ne fonctionnait pas si mal si on ne devenait pas fou, comme le père de Jules Vallès, à subir les jurys d'agrégation. Voici Eusée au Louvre, débarrassé de ce Lampérier qu'il avait devancé, comme Oppert, ça c'est vraiment très important et je n'ai pas le temps moi de le développer, Oppert et Lampérier avaient pressenti ce que Eusée allait démontrer autrement, le pressentiment d'une civilisation et d'une écriture pré-assyrienne que Jules Oppert, il semble bien que ce soit lui, appela sumérienne. Tout ce beau monde se retrouvait entre gens de bonne compagnie aux séances de l'Institut. Lampérier occupait les conférences de Eusée à caricaturer les académiciens en toute confraternité. Donc vous voyez, là, il a bien écrit en haut Eusée, mais il n'y a pas la tête de Eusée qui est parfaitement reconnaissable. Donc c'est probablement que sous le nez de Eusée en train de conférer, il était en train de dessiner. C'est très agréable quand on est en train de parler, de voir quelqu'un qui fait autre chose. Le Louvre, enfin, mit Eusée face à plusieurs ensembles, qu'il apprécia selon ses critères grecs, poétiques, mythologiques, comparatistes, avec toujours la certitude que l'art grec tout entier est né au bruit des chants d'Homère. Alors l'art grec tout entier, je n'ai pas le temps, je pourrais vous donner des dizaines d'exemples, je prends par exemple l'exemple des Tanagras de Campana. Eusée voyait Praxitèle, ce qui peut se comprendre, dans les terres cuites de la collection Campana, mais ces terres cuites revivaient pour lui en jouant à saute-mouton. C'est un jeu qui a été identifié. Quand j'étais jeune, on ne disait pas que c'était les Fédrismos, on disait que c'était l'Encotulé, mais peu importe. Donc, ils jouent, ces donzelles jouent entre elles, et Eusée y voyait les enlèvements des petites mortelles par les dieux, Psyché, Ariane, et par exemple la Corette Pharsale qui a été enlevée et violée par Hadès. Donc vous voyez l'imagination qu'il y avait chez lui qui était d'ordre littéraire. Le poète symboliste Henri de Régnier, qui n'était pas l'Homère de son temps, tant s'en fout, prétendait que Eusée reconnaissait ainsi l'authenticité des statuettes de Tanagra et de Myrina. Il les flaire, il les lèche, leur terre ayant à la langue un goût particulier et qui, paraît-il, ne trompe pas. Eusée avait acquis la langue et le nez grec, et avec ça, il allait découvrir autre chose. Après les fouilles de Myrina, en Éolie, effectuées précisément par Edmond Potier, de fausses statuettes envahirent le marché. Elles exploitaient la sensiblerie exotique post-romantique. Sur le conseil d'Eusée contre l'avis de Fröner, je vous dis, ils sont détestés jusqu'au bout, le Louvre n'acheta rien.
Donc il a publié, Euzé publia en 82 les figurines antiques de terre cuite du musée du Louvre, qui est à la fois un commentaire, une leçon et une étude de la société antique, quelque chose qui se rapproche de Fustel de Coulanges en art. Plus intéressant, plus d'actualité si vous voulez, ça permet ici de me faire ma liaison avec l'Orient. Quant aux recherches sur les femmes voilées, coquettes, tragiques, grecques. Alors ici, les coquettes, les grecques, elles étaient dans l'image précédente. Ici, vous avez une femme voilée chypriote qui est maintenant au Louvre. Hein. J'ai mis l'image, enfin le dessin publié par Euzé dans son catalogue et l'image actuelle au Louvre. Donc, elles étaient soit chypriotes, soit grecques, soit, alors à droite, assyriennes ou pré-assyriennes. Vous avez à droite, ce que vous voyez, c'est une statue parmi les plus célèbres de l'Orient, enfin de la Mésopotamie, dont je vais parler autrement. Ces femmes voilées persuadèrent l'helléniste de franchir la mer Égée, car après les petites femmes de Campana, débarqua des fouilles de Tello en Mésopotamie un autre groupe de figurines, dont celle-ci, qui étendit dans le temps et l'espace le monde de Euzé, lequel n'oublia jamais ces petites femmes grecques. Sa préférée à droite portait une écharpe non moins élégante que le voile grec. Il y a des gens qui préfèrent l'écharpe au voile, bon, enfin passons. Nul doute que dès cette époque, écrivait-il, le seul progrès du goût n'est amené la sculpture chaldéenne à une conception de type hellénique. C'est inouï parce que, vous voyez, la date, on est vers 2100 avant Jésus-Christ. Et malgré tout, il regarde ces œuvres. La Grèce existait déjà, mais pas l'art grec. Il regarde les œuvres, et encore moins Homère, hein, qui compose dans les années autour de l'an 1000, même un peu après. Il continue à regarder les choses avec la formation de l'helléniste. En tout cas, il écrivait même à propos de la femme à l'écharpe de Tello, princesse de la famille de Gudéa, il écrivait une ressemblance avec le type grec. Et pour s'en convaincre, vous voyez, ça c'est le frontispice du catalogue qu'il a publié, là, dont j'ai mis le titre en bas à droite, et il a ajouté le dessin de profil pour bien se convaincre. Bon, c'est difficile de se convaincre qu'elle a le type grec, mais il l'a fait dessiner ainsi. Alors ici, je donne un éclaircissement simpliste que je ne peux pas faire autrement. L'écriture cunéiforme assyrienne fut déclarée déchiffrée en tant que syllabaire par Rawlinson et Hopper et quelques autres en 1857 dans un concours inouï qui a permis d'être sûr que c'était bien, que le cunéiforme était bien assyrien et que l'assyrien était écrit en cunéiforme. Par elle, les philologues, dont Lompérier et Julius Oppert, conjecturer l'existence d'une langue antérieure, non sémitique, monosyllabique, écrite en idéogramme, que Oppert, par exemple, appela le sumérien, parce que Sargon était roi d'Akkad et de Sumer. Euzé, laissant à d'autres l'épigraphie, affirma l'influence orientale sur l'art grec contre la leçon de Winckelmann et la notion de miracle grec. On était encore à la vision, d'ailleurs magnifique, hein, de Winckelmann à la fin du XVIIIe siècle. Il y avait un miracle grec. Il y avait bien un peu d'Égyptiens avant, mais Winckelmann considérait que la Grèce était née, que l'art grec était né des querelles entre les Grecs, pas d'autre part. C'est donc par la seule sensibilité à un art antérieur à la Grèce que Euzé conçut une nouvelle histoire du monde ancien. 1878, Ernest de Sarzec, vice-consul à Bassora, découvrit le site de Tello, qui s'appelle Tello ou Kirsou, ce n'est pas notre sujet, ici, donc quelque part en Irak actuel. Waddington, ministre de l'instruction publique, et numismate averti, ça pouvait arriver en ce temps, transmit les objets de Tello au Louvre. Euzé les classa, à la façon de Winckelmann, aux 3 âges d'une civilisation, reconnaissable toujours selon sa méthode tanagréenne, dans le vêtement, surtout féminin, la rudesse et la naïveté primitive, la sobriété savante, la recherche gracieuse. Ça, c'est du Winckelmann, c'est les débuts, le classicisme et la décadence. L'administration institutionnalisa la vision de Euzé en créant pour lui, en 1881, le département oriental. Euzé fit même mieux. Son Orient absorba l'Espagne avec quelques belles Hespérides. Bon, alors, l'orientalisme, c'est un mot ahurissant, puisque maintenant, on considère qu'un peintre qui peint en Algérie est orientaliste. Hein, le sens de la géographie n'apparaît pas chez les historiens de l'art. En tout cas, Euzé construisit une synthèse inattendue, dans un domaine très postérieur à Sumer, mais qui fit découvrir des chefs-d'œuvre. C'est sa théorie des chocs en retour. C'est-à-dire qu'il estimait que, puisque l'Orient avait influencé la Grèce, inversement, la Grèce, fécondée par l'Orient, avait fécondé l'Occident, c'est-à-dire l'Espagne. De la terre espagnole jaillissait alors,
en 78 aussi. Des visages muets posant des questions vertigineuses. Donc j'en ai mis que très peu, les plus célèbres. Les statues du Cerro de los Santos, à gauche, près de Murcie, bustes d'hommes qui ressemblaient aux saints des villages. Les savants de Madrid les récusaient. Euzé les réhabilita contre l'avis de Lompérier. Il parraina les fouilles d'Arthur Angel, je ne sais pas comment on prononce, Engel, c'est un français, et de Pierre Paris. Il fonda sa conviction. Alors, si vous écoutez, là, c'est magnifique, tous les mots portent. Il fonda sa conviction, d'une part, sur la présence de motifs asiatiques, dont un faussaire ne pouvait pas avoir la moindre idée. D'autre part, sur les draperies, dont l'artiste avait pénétré toutes les finesses et qu'une main moderne n'imite pas sans de constante bévue. Bon, celui-là n'a pas de draperie, mais regardez celle de droite, c'est le même raisonnement. Alors là, je fais une objection qui est un commentaire de texte critique. Il y avait 2 faussaires au moins qui maîtrisaient les finesses des draperies. C'était 2 élèves des Beaux-Arts à qui je promettais naguère l'immortalité. C'étaient 2 Suisses, nourris aux leçons de Euzé. Émile Gilliéron, G.I. de Zalier. Émile Gilliéron, père ou fils, produisait en Grèce des antiques, des vrais, des copies de vrais, des faux, des copies de faux, des vrais faux, etc. Par peinture, modelage et moulage qu'ils vendirent, mais pas à Euzé, à Arthur Evans et à Heinrich Schliemann. Bon, œuvre qu'un siècle plus tard, la Grèce commence à identifier. Le prince aux fleurs de lys, c'est plus ou moins de Euzé, pas de Euzé, pardon, c'est plus ou moins d'un des Gilliérons. Il y a un an, Christina Mitsopoulou présentait au Collège de France à leur sujet une conférence tellement étourdissante que j'ai honte de vous imposer mon présent pensum d'aujourd'hui. En tout cas, l'histoire est très injuste. L'exposition qui s'ouvre au Louvre aujourd'hui ou demain fait une meilleure part aux élèves roublards qu'aux maîtres trop scrupuleux. Ils sont célèbres en Grèce. Grâces aux dieux. Rendons grâces aux dieux. Les Gilliérons ne sévissaient pas en Espagne. Le diagnostic ibère de Euzé fut confirmé par la dame d'Elché, œuvre gréco-phénicienne. Vous voyez, gréco-phénicienne. Le voilà le choc en retour de la Grèce orientalisée vers l'Occident. Reconnu par Pierre Paris et Euzé et acheté par le Louvre. Cette salambo de chair et de calcaire polychrome, donc vous le voyez à droite, hélas à l'époque Flaubert était mort, et de fonder l'histoire de l'art ibérique. La portée artistique et politique fut inouïe pour le XXe siècle. Je sors du sujet, mais vous allez voir, ce sont des œuvres que quelqu'un les ait reconnues et déjà admirables. Elle était contenue dans la succession des civilisations selon Euzé. La tête masculine fut volée par un ami d'Apollinaire et de Picasso. Le génie andalou introduisit son asymétrie dans ses premières inventions cubistes avant de la restituer prudemment. Quant à la dame d'Elché, qui illumina le Louvre pendant 40 ans et fascina Picasso, Euzé l'appelait l'association de la perfection grecque avec l'originalité barbare. Elle fut livrée par la France de Pétain à l'Espagne nationaliste et barbare de Franco. Les statues ibériques sauvées de ce marchandage ignoble dépendent encore du département en vertu d'une géographie fidèle aux origines orientales de l'art, le livre testament de Léon Euzé, 1915. Je reviens pour conclure sur les 2 étapes enjambées par le conservateur lettré, les idéogrammes sumériens et l'archéologie stratigraphique qu'on appelle maintenant scientifique. Ces avancées, réalisées du vivant de Euzé par d'autres que lui, ne contredisaient pas ses hypothèses esthétiques, mais elles démodaient sa vieille méthode de savant de cabinet parisien associé à l'amateur archéologue de terrain, car c'était des amateurs là-bas. Sarzec était diplomate, Gaston Cros était officier. À Tello, donc dans la Mésopotamie, la Chaldée, enfin appelez-le comme vous voulez, l'Irak actuel. Léon Euzé limita ses voyages et explorations à des pourparlers avec la Sublime Porte à Istanbul, ce qui a enrichi évidemment considérablement, puisqu'il a obtenu de la Sublime Porte, il a obtenu du turc des œuvres dont les Turcs se moquaient complètement. C'était en dehors de la Turquie actuelle, bon, peu importe. Pendant que Euzé lançait ses coups d'œil éblouis et éblouissants sur les parures féminines, une équipe d'épigraphistes et linguistes austères, Jules Oppert, Arthur Amiot, et surtout François Thureau d'Angin, qui accompagna Euzé à Istanbul, déchiffrait les cunéiformes de Tello. Donc je vous ai mis en note là sur une œuvre dont j'ai vraiment pas le temps de parler, j'en serais pas capable, mais qui est fondamentale à l'époque pour la connaissance de Sumer. En 1907 encore, 2 années avant sa retraite, Euzé analysait, toujours à la lumière d'Homère, entre les œuvres de Tello, les fragments de la stèle des vautours, pierre de touche de Sumer, ces charognards, ces vautours. Donc que vous voyez, que vous ne voyez pas, je ne le vois pas très bien non plus. Et évidemment, il y a les cunéiformes qui correspondent. Aux plus anciennes origines orientales de l'art, enterrent dans le commentaire de Euzé leur mort en citant l'hommage de l'Iliade à Patrocle tué par
Hector. Voyez en bas à droite, Eusé restituit, est-il écrit, je l'ai agrandi. Il faudrait ajouter Turo Transtulite, qui étudia les inscriptions pour cette restitution de la stèle des vautours. Bon, Eusé n'était pas malhonnête, hein, donc, par exemple, sur toutes ses œuvres, il écrit toujours qui a fait la traduction, qui a fait le déchiffrement. Après Edmond Potier, François Thureau d'Angin fut appelé à diriger ce département. Eusé avait entendu Sumer avant que la parole ne fût rendue à Sumer. Jean Bottero, préfaçant le populaire livre de Samuel Kramer, l'histoire commence à Sumer. Ça veut dire l'écriture est née à Sumer. Cité Sarzec, le prospecteur, et Thureau, le décrypteur de l'énigma, non Eusé. Les catalogues du Louvre ne dissocient plus aujourd'hui Sarzec de Eusé. Donc vous voyez, même de son temps, on écrit bien tous les noms. Hein, on fait bien la distinction entre le commentaire et l'étude épigraphique. Et sur les catalogues du Louvre sur Internet, on trouve toujours soit Eusé, soit Sarzec, soit les deux, ou Gros, etc. Bon. Eusé marchait plus vite que la science parce qu'il n'était pas un géologue préhistorien, mais un homme de l'art. D'autres vous ont dit, ou vous diront, ce que ses successeurs firent de son héritage. Furent-ils jaloux de son intuition d'helléniste subtile? Nous-mêmes voudrions, avant de vous remercier de votre attention, nous excuser d'avoir quelquefois parodié irrespectueusement la prose sévère et superbe de Léon Eusé, le conservateur qui savait écrire.